Adeptes de la grande toile, bonjour! À l'occasion de la sortie de Crimson Peak de Guillermo del Toro, nous allons nous intéresser à l'un des films les plus personnels du réalisateur. Un film radical dans sa note d'intention et d'une incroyable efficacité dans son exécution. J'ai nommé Pacific Rim. Dans un futur proche, la Terre est attaquée par de gigantesques monstres, les kaiju, qui ont pénétré dans notre monde par une faille interdimensionnelle au fond de l'océan Pacifique. L'humanité va alors s'unir pour créer une arme d'un nouveau genre, des robots géants, appelés les Jaeger, contrôlés en simultané par deux pilotes dont les esprits sont reliés par un pont neuronal. Au moment où la victoire semble acquise, le nombre et la force des kaiju augmentent dramatiquement. Au bord de la défaite, le dernier espoir de l'humanité réside en Raleigh Beckett, un ancien pilote traumatisé par la mort de son frère, et en Mako Mori, qui a perdu sa famille suite à l'attaque d'un kaiju. La première question qui vous titille peut-être, c'est Del Toro peut-il vraiment accoucher d'un film aussi personnel que, disons, L'échine du diable, alors qu'il se voit confier un blockbuster estival avec un giga budget de 200 millions de patates et les costards cravates de la Warner sur son dos? La réponse est bien sûr oui. Grâce à Thomas Tull d'abord. Le directeur de la société Legendary Pictures, gros fan de films de monstres géants, a donné carte blanche à Del Toro. Une chance inespérée à une époque où des studios comme Disney exercent un contrôle artistique implacable sur tout ce qui sort de leur usine à bidon de lessive. Dès lors, on ne s'étonnera pas de retrouver dans Pacific Rim les motifs habituels du réalisateur. Sa fascination pour les monstres, la juxtaposition de deux mondes opposés, que ce soit le réel et le fantastique, ou la brutalité et l'innocence. On y retrouve également son fétichisme pour les mécanismes anciens, pour les trucs dégueux dans des bocaux, ainsi que pour les chaussures. Guillermo del Toro réussit même à insérer des éléments de contes de fées dans son film de gros monstres. Qu'est-ce que le flashback de Mako, sinon l'histoire d'une petite fille sauvée d'un dragon par un chevalier en armure? Généralement, on dit d'un film qu'il est personnel dès lors que l'auteur parle de lui au travers de son œuvre. C'est le cas par exemple de L'échine du diable, qui contient un certain nombre d'éléments autobiographiques. Mais alors pourquoi Guillermo del Toro considère Pacific Rim comme son film le plus personnel? Eh bien, quand il n'est pas réalisateur, Del Toro est ce qu'on appelle un gros geek. Fat Otaku Heaven. Imaginez que l'on confie maintenant 200 millions de dollars et une carte blanche à ce gros geek pour réaliser son plus gros fantasme de cinéphile. À votre avis, quelle va être sa réaction? Pacific Rim est avant tout destiné à lui-même, à un petit garçon de 11 ans à Mexico qui découvre pour la première fois un cinéma jouissif et généreux, le Kaiju Eiga. I'm trying to create movies that celebrate the way I understood the world when I was 12. Je ne sais pas pourquoi certains spectateurs s'escriment à voir en Pacific Rim un gros film américain à la gloire de l'oncle Sam. Les seules occurrences de drapeaux américains que vous trouverez dans le film, ce sont celles-là. Et la moitié de l'action se passe à Hong Kong avec un casting international. Mais oui, contrairement à ce que vous avez pu lire à droite et à gauche, Pacific Rim n'est pas un énième film catastrophe. Ce n'est pas une émule de Transformers. Ce n'est pas un film d'anticipation, ni un film de science-fiction à proprement parler. Bon ben alors c'est quoi? Eh bien Pacific Rim est un Kaiju Eiga, c'est-à-dire un film de monstres géants, un genre qui trouve sa source au Japon avec le célèbre roi des monstres, Godzilla. Hors des frontières du pays du soleil levant, ce genre est assez peu représenté. Mis à part le film de gros monstres matriciels King Kong dans les années 30, ainsi qu'une poignée de films américains dans les années 50, on peut pas dire que les monstres géants ont trosté nos écrans ces dernières années. Il y a bien eu le remake de Godzilla par Roland Emmerich, mais ce film trahit tellement l'original d'Ichiro Honda que les Japonais lui refusent carrément le nom de Godzilla pour le surnommer Zilla et le présenter comme une chimère dégénérée dans l'un des meilleurs Godzilla de toute la série, Godzilla, Mothra and King Ghidorah, Giant Monsters All Out Attack. Zilla aura même droit à un caméo dans Godzilla Final Wars et se fait dégager en 2 temps 3 mouvements par le véritable Godzilla, le seul et unique roi des monstres. Cloverfield, quant à lui, se voulait être une proposition originale puisque le film est un found footage movie,
Mais au final, il reproduit les mêmes erreurs que le gros Gloumout de Roland Emmerich. Les seuls films à l'heure actuelle qui semblent les héritiers des films de monstres géants, en adaptant notamment la dynamique de confrontation de plusieurs créatures comme on en trouve pléthore dans les Kaiju Ega, sont produits par les studios Asylum, spécialisés dans la série Z. Et il faut reconnaître que ça fait pas vraiment rêver. Dans ce contexte, on pourrait comprendre que quiconque veuille réaliser un film de monstres géants pour un public occidental prenne des pincettes, ou même des moufles dans le cas de Roland Emmerich, avec les codes du genre. Eh bien ce n'est pas du tout ce que va faire Guillermo del Toro. Au contraire, le réalisateur mexicain embrasse goulûment tous les codes du Kaiju Ega. Par exemple, les Kaiju possèdent tous un petit nom, au même titre que Godzilla, Mothra, Rodan ou King Ghidorah, ce qui a pour effet d'en faire des personnages à part entière et pas juste des créatures anonymes. D'ailleurs, même les plus fantaisistes des kaiju comme Onibaba sont designés en respectant les proportions d'un acteur dans un costume. La première attaque que l'on voit à l'écran met en scène un bateau de pêcheurs, une référence à l'ouverture du Godzilla original, ainsi que le reboot de 1984. Notons également qu'on retrouve cette scène dans un autre film que nous avons chroniqué, Le Géant de Fer. Tout comme dans Godzilla, l'homme est responsable de l'apparition des kaiju. Dans Pacific Rim, l'élément déclencheur n'est pas l'énergie atomique, mais le réchauffement climatique qui accélère la colonisation de notre monde par des aliens. And now you know with ozone depletion and carbon monoxide polluted waters, well, we practically terraformed it for them. Enfin, le film est dédicacé à Ray Harryhausen et Ichiro Honda, les deux plus grands créateurs de monstres au monde, mais aussi deux visions, une occidentale, l'autre orientale, que Del Toro réunit pour réaliser le Kaiju Ega ultime. Toutes ces références sont directement présentes dans Pacific Rim pour la simple et bonne raison que Del Toro a une foi inébranlable en ce qu'il filme, et qu'il demande aux spectateurs d'y croire aussi. He's not a puppet. Howdy dude, he's real. He's real. Par exemple, dans L'Échine du Diable, il n'essaie pas de nous faire croire aux fantômes, il part directement du principe qu'ils existent. Un autre exemple, certains ont interprété les éléments fantastiques du labyrinthe de Pan comme une émanation de la psyché de l'héroïne. La magia no existe. No existe ni para ti, ni para mí, ni para nadie. C'est une lecture qui en vaut une autre, mais je suis convaincu que c'est une erreur. Même si Del Toro travaille à un niveau allégorique, ce qu'il filme n'est pas un monde imaginaire. C'est un monde magique, certes, mais tout ce qu'il y a de plus réel. Il croit en tout ce qu'il filme sans chercher à ménager des garde-fous pour les spectateurs les plus réfractaires au fantastique. Pacific Rim ne fait bien sûr pas exception. Non seulement Guillermo del Toro adapte sans aucun cynisme un genre assez difficile pour un public habitué au coup de coude et au clin d'œil des blockbusters actuels, mais en plus, il l'aborde de front. Voyez plutôt. Avant même de présenter ses personnages, avant même d'avoir le moindre élément d'intrigue, Del Toro nous plonge immédiatement dans un univers de Kaiju Ega. Une manière de nous dire, si vous n'aimez pas les gros monstres, si vous n'aimez pas les robots géants, allez vous faire foutre. L'inconvénient d'une telle entrée en matière est évidemment le risque de laisser quelques spectateurs sur le bas-côté. En revanche, en ces temps où les blockbusters ressemblent à d'interminables séquences d'exposition avec 5 minutes d'action à la fin et la promesse post-générique que si vous verrez ce sera mieux la prochaine fois, la scène d'introduction de Pacific Rim nous résume 7 années de guerre en 10 minutes montre en main, puis nous balance au cœur de l'action, au plus près des personnages, avec une redoutable efficacité. On a bien souvent tendance à réduire l'aspect radical d'un film sous les seuls angles de la violence ou du sexe. Le seul truc un tout petit peu érotique, c'est le héros qui enlève son t-shirt, il a des gros pectoraux comme ça. Mais ne vous y trompez pas, Pacific Rim est un film radical et pas des moindres. D'ailleurs, apprenez, cher public, que le mot radical, ça vient du latin radix, racine. Et retourner à la racine, c'est exactement ce que fait Del Toro. Il vient s'abreuver à la source d'un genre pour mieux le revivifier. Un des reproches principaux qui a été fait au film, c'est son soi-disant manque d'originalité. Bon, déjà, sachez qu'on parle de film original dès lors que le film n'est pas un remake, une adaptation de roman, de comics, etc. Et c'est le cas de Pacific Rim, donc objection rejetée. Ensuite, Guillermo del Toro ne s'est jamais posé en inventeur de forme. Tous ses films sont en fait des réactualisations de genres ou de mythes très codifiés. Par exemple dans Chronos et Blade 2, il réalise de véritables films de vampires, mais sous le prisme assez original de l'addiction pour le premier, et de la fusion entre le cinéma d'action, le comic book et le jeu vidéo pour le second. Dans Mimic, il raconte l'histoire d'une créature à l'apparence quasi humaine qui se retourne contre son créateur. Ça ne vous rappelle rien ?
Dans Les Chines du Diable, il revisite le film de Maison hantée en épousant carrément le point de vue des fantômes. Dans Le Labyrinthe de Pan et Hellboy 2, il injecte une dimension de conte de fées dans deux genres qui n'en ont pas vraiment l'habitude, le drame historique et le comic book movie. Et puis, l'originalité, ce n'est pas une fin en soi. Le but de Guillermo del Toro n'a jamais été de faire des films inédits à n'importe quel prix, mais des films efficaces. Par exemple, dans Pacific Rim, il n'hésite pas à reprendre une structure narrative bien connue mais assez surprenante dans ce contexte, celle du film de sport. On retrouve ainsi la figure du rookie qui, après avoir quitté l'équipe, reviendra en outsider, connaîtra une première défaite, ce qui donnera lieu à la traditionnelle bagarre dans les vestiaires, avant que l'équipe ne se ressoude pour aller botter le cul d'un adversaire plus fort que jamais. And today we are canceling the apocalypse. That was not bad. You can work on it a little. En vérité, la seule vraie différence entre Pacific Rim et les autres films de Del Toro, c'est l'échelle. L'échelle est un des principaux enjeux de mise en scène du film. En effet, la puissance incroyable des kaijus, et par extension des Jaegers, ne peut être appréhendée que si le spectateur a parfaitement conscience du gigantisme des forces en présence. Sans des rappels réguliers, il est très facile de perdre tout référent et de ramener les événements à une échelle humaine. Mais Del Toro ne tombe jamais dans ce travers. Via des éléments familiers comme des véhicules ou des infrastructures, il nous permet de ne jamais perdre de vue l'aspect complètement gargantuesque des forces en présence. L'impression de gigantisme va aussi passer par un jeu sur une échelle un peu différente, celle de l'intime et de l'universel. Le meilleur exemple se trouve dès le début du film, avec cette image d'un grand-père et son petit-fils qui cherchent des trésors sur une plage juste après un combat titanesque qui marquera le déclin d'une guerre planétaire. Guillermo del Toro va également lier la tragédie de la mort brutale du frère de Raleigh à la chute de Gypsy Danger en un seul plan, achevant ainsi de lier les enjeux intimes et personnels du film à ceux touchant la planète entière. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans Pacific Rim, il y a ces espèces de nuances bizarres que les grands anciens appelaient des couleurs et qui semblent avoir complètement disparu de nos écrans ces derniers temps. Or, dans Pacific Rim comme dans tous les films de Del Toro, les couleurs ont une signification et constituent un véritable langage. Lovely day for breakfast pills. Reds, yellows, blues. Prenons l'exemple du combat de bâton. Dans cette scène, les deux héros qui jusqu'à présent ne s'appréciaient pas plus que ça, vont se découvrir l'un l'autre et se connecter pour la première fois. Guillermo del Toro met alors en place un code de couleurs et d'analogie qui en fait l'une des scènes les plus importantes du film. Par exemple, les deux personnages portent tous les deux les couleurs de leur passé douloureux. Le t-shirt blanc et la cicatrice rouge de Raleigh est un renvoi à la combinaison blanche avec une tache de sang dans la séquence d'ouverture. Quant à Mako, son passé est représenté par ses deux mèches bleues, une couleur associée au kaiju, car son passé est inextricablement lié à ces créatures, comme on peut le voir dans la traumatisante scène de flashback du personnage. Enfin, la couleur dominante dans le reste de la scène est le rouge. C'est la couleur du courage, de la vie et surtout du cœur. Que ce soit celui de Gypsy Danger ou de Mako, représenté par une chaussure rouge que porte dans ses bras une petite fille habillée de bleu. Cette scène est donc le cœur du film, celle où les personnages vont confronter leur expérience, leur passé, pour pouvoir se connecter l'un à l'autre. Ce jeu de couleurs fonctionne évidemment pour tous les personnages. Par exemple, Hannibal Shaw exhibe ses richesses avec la couleur jaune, une couleur évidemment associée à l'or, mais aussi à la transformation magique et à l'alchimie dans le cinéma de Guillermo del Toro. Il sera d'ailleurs celui qui va forcer le jeune scientifique arrogant à transformer radicalement son point de vue sur les kaijus. Avec Pacific Rim, Guillermo del Toro réalise ainsi un film simple en apparence, mais qui fait appel à un jeu de symboles complexe et à un souci du détail qui frôle carrément la névrose. You have all these dystopian, existential summer movies, you know, that try to make things incredibly complex that ultimately were originally quite simple to enjoy. And I think with Pacific Rim, I didn't want to do that. I wanted to bring huge complexity to the image making and making a sophisticated visual spectacle, but the movie itself is simplicity. Enfin, ce n'est pas juste un trip nostalgique pour fans, mais une réactualisation de l'un des genres préférés de Guillermo del Toro, le kaiju eiga. Et malgré les scores décevants aux USA et modestes à l'international de Pacific Rim, il semblerait que les gros monstres soient de retour et aient enfin droit à un traitement digne de ce nom sur nos écrans. Par exemple, on peut trouver tous les défauts du monde au Godzilla de Gareth Edwards, et Dieu sait qu'il y en a, mais ce dernier nous offre un véritable kaiju eiga avec probablement la plus belle itération du roi des monstres. Et mine de rien, c'est toujours ça de plus que le gros lézard mutant de Roland Emmerich.
Quant à Guillermo del Toro, il planche actuellement sur la suite de Pacific Rim. Malheureusement, après les annulations de projets giga attendus comme ces Montagnes Hallucinées, Hellboy 3 ou le Silent Hill qu'il devait réaliser avec rien de moins qu'Hideo Kojima et Junji Ito, c'est au tour de Pacific Rim 2 de se retrouver en stand-by à cause des 2 prochains films de Legendary, Kong Skull Island et King Kong vs Godzilla. Autrement dit, Guillermo del Toro pâtit du revival du film de gros monstres qu'il a lui-même contribué à relancer. Mais pas d'inquiétude, le réalisateur croule sous les projets, et qui sait si le score de Crimson Peak au box-office est suffisant, peut-être entendrons-nous à nouveau parler de la suite de Pacific Rim. Voilà, ainsi s'achève notre épisode consacré au plus gros film de Guillermo del Toro, mais aussi au plus gros kaiju Ega jamais réalisé. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, et si vous le souhaitez, vous pouvez nous soutenir sur notre page Tipeee. A bientôt!